Faraday, quasiment, enfin, de toute façon je suis tout le temps dedans, donc c'est plus facile pour moi, tout est dans ma tête, etc. Mais là on parle d'investir, est-ce que c'est le moment ou pas, est-ce que les grandes lignes, enfin, est-ce que le faisceau d'indications qu'on peut avoir dans le monde devrait ou doit nous amener à nous poser la question d'acheter, ça j'en sais rien, c'est encore autre chose. Et chacun percevra les choses différemment, voyez-vous. Voilà. Alors, voilà, 5%. Mais ça aussi, c'est perso. Mais c'est vrai que 5% pour quelqu'un qui va investir paraît tout à fait jouable. Alors, c'est perso, ça. C'est 10%, non, on va dire que c'est pas très risqué. Pas très risqué, 10%. Quand tu penses qu'il y en a qui font 500%, c'est-à-dire qu'ils prennent une somme, qu'ils la jouent 10 fois sur n'importe quel marché, que ce soit l'or, l'euro-dollar, le pétrole, le machin. 10%, ouais, c'est par rapport à quoi? Par rapport à un spéculateur, il va dire c'est rien. C'est évident. Lorsque l'on... Ah oui. Voilà. C'est une question de censure. Lorsque l'on s'intéresse à l'or, on peut également s'intéresser au secteur minier qui est ce qui entoure le produit final. Pascal, vous avez un mot à nous dire au sujet des minières, des valeurs minières. Effectivement, qui parle d'or peut parler des mines d'or. Et donc, comme j'ai préparé quelques petits slides là-dessus, je vais vous montrer ce que j'ai remarqué d'intéressant. Alors, si on a le temps, on verra le gold contre le S&P 500, le gold contre le silver. Et les minières. Donc, les minières, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, j'ai été comparer l'évolution de l'once d'or, donc sur une base de 2, 3, 4 ans, avec l'évolution de l'indice global des mines d'or, le GDX, et avec un indice particulier que j'ai trouvé intéressant, le JSE, qui est basé plus, lui, sur les mines d'or d'Afrique du Sud. Alors, on note que le JSE a mieux supporté les à-coups de l'once d'or ces derniers temps. Alors, c'est directement lié probablement au comportement du rand sud-africain que j'ai pas été vérifié pour l'heure. Probablement, on pourrait regarder que la bourse de Johannesburg se porte pas trop mal aussi. En tout cas, par l'intermédiaire de trackers, quels sont ceux qui traitent avec des trackers ici? Tout le monde sait ce que c'est, les trackers? Je peux dire deux mots, ça fait partie un peu de l'aspect trading et investissement. Un tracker, c'est un fonds qui réplique un thème. Vous pourriez acheter un tracker or, vous seriez indexé sur l'évolution de l'once d'or. Vous voulez acheter un tracker DAX, vous seriez indexé sur l'évolution du DAX, sur l'évolution de la bourse de Sensex en Inde, des choses comme ça, c'est très à la mode les trackers. Bien, vous pourriez trouver un tracker JSE sur l'indice d'or des mines sud-africaines spécifiquement. Je trouve qu'il a un comportement assez propre qui, si l'once d'or continue à s'apprécier correctement, ce que je pense, va être porteur de certaines satisfactions à mon avis. Ça, c'est sur l'aspect mine. Pour l'aspect mine, j'ai rien d'autre à dire. D'accord, il y avait une comparaison que vous vouliez faire, c'était la corrélation et les différences d'évolution des cours entre l'or et le S&P 500. L'or et le S&P 500, tout le monde parle de l'or, acheter de l'or, parce que c'est anti-crise et tout ça. Il y a quand même un graphique que j'ai trouvé intéressant. C'est l'évolution du S&P 500 par rapport à l'évolution de l'once d'or sur une base d'aplatissement à peu près identique dans les années 80. Quand on regarde ça et qu'on est en train de se battre les arguments pour dire est-ce qu'il vaut mieux acheter de l'or, etc. Je ne vous dis pas d'aller acheter le S&P 500 maintenant, bien entendu. Mais qui n'a pas suivi, par exemple, l'évolution du S&P 500 sur les 20 ou 30 dernières années? Moi, le premier, je considère que c'est une erreur majeure d'investissement. Comparé à l'or, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Alors, il y a aussi le débat par rapport à l'argent. Est-ce que c'est mieux l'once d'argent? Alors, l'once d'argent, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez trader, que vous pouvez analyser en termes d'évolution graphique sur votre plateforme de brokerage ou sur votre plateforme d'analyse technique. Il y a beaucoup de choses qui se disent que l'argent est plus intéressant que l'or. Alors sur une base de comparaison identique, à peu près que j'ai préparé pour vous, c'est pas sûr.
Sur une base de comparaison d'à peu près l'aplatissement des fins des années 80-90, l'once d'or, c'est globalement mieux comporté que l'once d'argent. Je crois que j'en ai à peu près terminé sur l'aspect mine d'or et comparaison avec le S&P 500 et l'argent. Voilà, ça c'est le graphique de l'indice JSE, qui à mon avis est un bon vecteur d'investissement. Et puis après, je reprendrai la parole en dernier pour... Alors, simplement, au vu de cette analyse d'un point de vue technique plus fondamental, est-ce que vous auriez un signal, un avis haussier ou baissier sur l'or neutre? Là, je rejoins l'aspect qu'a développé Jean-Louis sur l'aspect voulez-vous vous prémunir de quelque chose d'important, d'un risque plus ou moins majeur qui risquerait d'arriver. L'or doit être vu comme, je voudrais le prendre sur l'aspect aussi baissier, fondamentalement aussi sur l'or. Je pense que par rapport à la crise de l'endettement, le retour de la hausse des taux d'intérêt, le retour de l'inflation, ça c'est un aspect un peu plus fondamental, monsieur. Je pense que l'once d'or va continuer à s'apprécier allègrement. Alors maintenant, n'allez pas vendre tout ce que vous avez pour acheter que de l'or, bien entendu. On doit être à la fois en concordance avec l'unité de temps sur laquelle on travaille. Jean-Louis a pris des graphiques qui vous montrent comment on peut trader l'or. Vous allez pouvoir acheter 1, 2, 5, 10 onces d'or pour faire un trade sur 2 heures ou sur 3 jours. Et vous pouvez avoir un aspect investisseur, comme à peu près la moitié de cette salle, à vouloir diversifier votre patrimoine, à vouloir acheter de l'or pour avoir quelque chose de sécurisé en portefeuille. Ne serait-ce qu'avec l'aspect de diversification de portefeuille. Et en tant que conseiller en investissement financier, j'ai le droit de vous conseiller d'avoir un minimum d'or dans votre portefeuille. Ça m'apparaît un minimum de sagesse absolue dans l'état actuel des choses. Très bien. Merci Pascal. J'avais une dernière diapo. Le petit clin d'œil, c'est ça. Le petit clin d'œil, c'est un petit détour par la rue Vivienne. Alors, qu'est-ce que c'est que la rue Vivienne? La rue Vivienne, c'est une rue pas très loin du Palais Brognard, où se vendent chez les marchands de l'or physique des Napoléons à 220 euros le Napoléon. J'en ai encore acheté pas plus tard que samedi dernier. L'intérêt majeur d'avoir comme ça, en termes de diversification de patrimoine et en termes de répartition des actifs, c'est d'avoir de l'or dans sa poche que vous cachez où vous voulez, et puis vous allez pouvoir le passer de la main à la main, de génération en génération. Potentiellement, je n'ai pas trop le droit de le dire, mais au nez à la barbe du fils. C'est au moins intéressant pour ça. Alors, Jean-Louis, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'or, n'hésite pas. Sinon, je propose de passer au pétrole et j'aurai une introduction à faire sur le pétrole et peut-être l'or. Non, pétrole. Alors, pétrole. Moi, le pétrole, je trouve que c'est un actif vraiment surprenant, très volatile et qui pourtant est majeur dans l'économie mondiale et d'un point de vue géopolitique. C'est pourtant un produit qui est passé de plus de 100 $ il y a quelques années à moins de 30 $ en début d'année dernière et on stabilise aujourd'hui sur 50 $. C'est aussi un produit qu'il y a 15 ans, 10-15 ans, on annonçait comme en voie de raréfaction et donc que les prix allaient monter comme une évidence. Et aujourd'hui, on vous décrit de manière sereine qu'il y a une abondance et avec tous les gaz de schiste et toutes ces technologies qui ont été découvertes qui permettent de réaliser et de transformer des produits en pétrole. On a changé de contexte. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, peut-être commencer d'un point de vue technique et ensuite aborder tout cet aspect fondamental. Est-ce qu'on a observé une manipulation quelque part médiatique et d'information à propos du pétrole? Est-ce que tout ça a été su à l'avance? Ça me paraît quand même assez gros, ce changement de ton ces dernières années. Donc Jean-Louis, voilà, je te laisse la parole. Alors, moi, ça ne me pose pas de problème de prendre la parole en dernier et laisser la parole en dernier à Jean-Louis. Sur l'aspect fondamental, sur le pétrole, je vais botter en touche. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas bon économiste, ni de formation, ni d'intérêt. Les débats gaz de schiste, pétrole, les promotions en robe blanche qui vous décident de contrôler le nombre d'émissions de barils à la production, etc., c'est des données que je ne maîtrise pas du tout. Autant j'ai pu constater qu'une nouvelle comme
l'augmentation de production dans les pays de l'OPEP pouvait avoir des influences sur le prix du baril, autant. Moi, à titre personnel, je ne trade pas le pétrole, autant j'ai de l'or en portefeuille, autant je n'ai pas de pétrole que je trade ou que j'ai en position longue, etc. La seule chose que j'ai voulu remarquer pour vous, ça va être assez bref. Je voulais dire deux choses quand même. C'est une première chose, c'est très technique, ça va être très analyse technique. Un tout petit détail que j'ai remarqué, ça c'est des données sur le Brent en daily. On est a priori sur une hypothèse de retournement, dans le sens où on a une divergence, c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc les prix qui font des niveaux de plus en plus bas, et un indicateur, le simple RSI, qui fait des points au moins équivalents en termes de hauteur. Donc on a une hypothèse de retournement à la hausse du Brent à l'heure actuelle. L'autre analyse, mais je ne vais pas vous submerger de... C'est un ami qui est dans la salle, M. Cohen de Lara, qui fait partie de la FAT aussi. Alors, un brin de publicité pour la FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Pour 95 € de cotisation annuelle, vous avez accès à toute notre base, toutes nos universités, etc. Notre forum où vous pouvez discuter analyse technique avec nous. Alors pour dire quoi, que Daniel nous a produit ces jours-ci une étude qui expliquait, alors lui c'est un des plus grands spécialistes Ishimoku en France, on va dire, j'espère qu'il le verra avec moi, et pour dire qu'il avait vu une hypothèse d'appui sur support, Daniel tu me reprends si je me trompe, hein, et une hypothèse de retournement aussi. Mais encore une fois, c'est une vue purement court terme, et sur l'aspect débat fondamental, etc. Je ne suis pas bon économiste, donc je ne vais pas vous répondre sur ce point. Karen Peloil, qui est une grande spécialiste aussi avec lui en France, je ne la considère pas comme spécialiste française en quelque sorte, mais Karen Peloil est aussi une très grande spécialiste chez moi, je la connais très bien. Merci de m'avoir. Voilà, je Alors, Jean-Louis, ton point de vue sur le pétrole, peut-être d'un point de vue fondamental, puis technique. Fondamental aucun. De toute façon, si vous voulez gagner de l'argent, si vous commencez à faire l'analyse fondamentale, vous êtes mort d'avance. Soit vous êtes investisseur, soit vous êtes trader. Si vous êtes trader et vous commencez à réfléchir fondamentalement, vous êtes mort. De toute façon, c'est pas compliqué. Derniers exemples. Le dernier, l'Obamacare, si la réforme ne fonctionne pas, on ne va pas pouvoir faire la réforme fiscale. Résultat des courses, on a baissé le matin et derrière, le marché s'envole, il tape à nouveau plus haut. Donc, quid de l'Obamacare, tout le monde s'en fout. Ou alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont intervenus pour enrayer la baisse qui pouvait s'enclencher, en tout cas moi en direct, live, je vous ai dit 4946, j'achète. Quid aussi de Trump, qui, s'il arrive au pouvoir, les marchés vont s'effondrer, ça va être la pagaille, avec le Brexit en plus, tout est au plus haut. Donc, l'analyse fondamentale, manifestement, il y a des problèmes. Pour autant, peut-on considérer que ces gens qui sont quand même pas des imbéciles se soient trompés à ce point-là? Pas forcément. Mais peut-être que c'est une question de timing. Donc, par où on passe entre le moment où on se pose la question de faire quelque chose et le moment où on a la réponse, où le marché va corroborer l'analyse fondamentale, par où on est passé, est-ce qu'on a pu tenir, et quand on fait soit de la spéculation, on déborde entre les deux. Et quand on fait de l'investissement, on peut même douter tellement fort que soit on craque, soit quand on revoit les prix, on s'en va, et quand on s'en va, c'est le moment où il fallait rester, parce que c'est là où la tendance va peut-être se mettre en place. Donc, compliqué de gagner de l'argent en bourse. Donc sur le pétrole, bon ben voilà, vous savez comme moi, tout ce qui se trame, tout ce qui se dit, enfin je sais pas, vous regardez la télé, vous regardez les journaux, les news, bon voilà, on n'en sait pas plus, vous comme moi je pense. L'idée c'est de regarder dans un graphique. Un graphique c'est quoi? C'est en fait la résultante de tout ce que font les différentes personnes qui ont un intérêt, soit un intérêt d'une contrainte d'investir, une contrainte de je ne sais quoi, soit ils sont initiés, à savoir comment, mais en tout cas, la seule chose que l'on peut savoir, c'est ils achètent ou ils vendent. Okay, là, on observe quoi? Bon, là, vous avez toujours ces moyennes mobiles 5 et 21 que je trouve assez sympa. Dans ce genre de configuration ici, elles se croisent, et quand on casse les derniers plus bas, il y a un signal de vente qui se met en place, si on considère qu'ici il y a un range. Là, il y a un signal de vente, il n'y a rien.
Ici, ça se croise et ça achète. Bon, alors, après, il faut décrypter tout ça, mais en gros, par rapport à cette zone d'arrêt ici, qu'est-ce que moi j'ai observé, parce que je n'ai pas regardé encore une fois le graphique avant d'en parler avec vous, donc c'est toujours pareil, j'essaie de décrypter en temps réel. J'observe que là et là, on est exactement sur le même niveau. Déjà depuis 2000, je ne sais plus combien là, c'est 2015, je ne sais pas, mars 2015, on est toujours sur le même niveau. Ça monte, ça baisse, etc. Les gros problèmes sur les grands équilibres mondiaux, c'est ces périodes-là. C'est-à-dire que c'est des niveaux de prix qui ont provoqué des doutes sur les marchés financiers parce qu'en fait, ça met des pressions extrêmement importantes sur les banques russes, sur en fait, le fait que certains acteurs du marché et institutionnels perdent beaucoup d'argent. Mais dès qu'on